Bonjour, toujours dans le chapitre d'anatomie cardiovasculaire, on va voir aujourd'hui la vascularisation et l'innervation du cœur. Voici le plan du cours. On va commencer par une introduction, puis on va voir la vascularisation artérielle. Dans la vascularisation artérielle, on va parler de l'artère coronaire gauche, l'artère coronaire droite, les anastomoses entre les deux artères coronaires et les territoires vasculaires des artères coronaires. Puis on va voir la vascularisation veineuse, puis la vascularisation lymphatique et on va terminer par l'innervation du corps. Introduction. La vascularisation artérielle du cœur est assurée par les deux artères coronaires et leurs branches terminales qui présentent des anastomoses sous-épicardiques et myocardiques, dont la valeur fonctionnelle elle est très réduite. Les veines du cœur cheminent à la surface de celui-ci et s'abouchent dans le sinus coronaire. L'innervation, elle correspond à une double entité, à savoir une innervation intrinsèque et une innervation extrinsèque. Premièrement, la vascularisation artérielle. Elle est assurée par les deux artères coronaires, en nombre de deux, une artère coronaire gauche et une artère coronaire droite. Ce sont les deux premières branches collatérales de l'aorte. Ils forment autour du cœur une couronne. On commence par l'artère coronaire gauche. L'artère coronaire gauche est née de l'aorte ascendante, au niveau de la partie moyenne de la cuspide antérolatérale gauche, au niveau du sinus de Valsalva. Voici l'artère coronaire gauche. Voici l'ostium donc de l'artère coronaire gauche qu'on appelle le sinus aortique de Valsalva. Le trajet de l'artère coronaire gauche est très court. Elle passe en arrière de l'artère pulmonaire et sous l'auricule gauche. Elle se termine au niveau du sillon atrioventriculaire antérieur en se divisant en deux branches terminales. Les branches collatérales. La première branche collatérale est l'artère graisseuse de Vieux-Sens, qui est destinée aux parois de l'aorte et de l'artère pulmonaire. Les autres branches collatérales naissent des branches terminales. L'artère circonflexe, elle chemine dans le sillon atrioventriculaire, elle contourne le bord gauche du cœur pour se terminer au niveau de la face inférieure du ventricule gauche. L'artère interventriculaire antérieure, elle gagne le sillon interventriculaire antérieur qu'elle va parcourir totalement. Elle contourne le bord droit du cœur et se termine dans le sillon interventriculaire postérieur. Au cours de leur trajet, ils vont donner plusieurs branches collatérales. Premièrement, ils vont donner les artères septales antérieures qui sont destinées au septum interventriculaire et généralement ils naissent de l'artère interventriculaire antérieure. Ils donnent également les artères atriales qui sont au nombre de 3. Généralement, ils naissent de l'artère circonflexe destinée à l'atrium gauche. Les artères ventriculaires qui naissent de l'interventriculaire antérieur et de l'artère circonflexe, ils sont destinés au ventricule droit, mais principalement au ventricule gauche. On a une artère qui est quand même assez particulière, c'est l'artère marginale gauche. C'est la branche la plus importante de l'artère circonflexe. L'artère coronaire droite est née de l'aorte ascendante au niveau du sinus aortique de Valsalva, au-dessus de la partie moyenne de la cuspide antérolatérale droite. Trajet et terminaison. L'artère coronaire droite, elle a un trajet oblique.
Elle chemine dans le sillon atrioventriculaire ou sillon coronaire. Elle contourne le bord droit du cœur. Elle se coude pour rejoindre le sillon interventriculaire postérieur. Et elle change de nom. Elle devient l'artère interventriculaire postérieure. Les branches collatérales. Elle va donner l'artère nourricière de l'infundibulum pulmonaire et l'aorte. C'est l'artère graisseuse de Vieussens, droite. Elle donne des branches ascendantes, c'est les artères atriales droites, généralement au nombre de 3. La plus importante, c'est l'artère du nœud sino-atrial. Elle donne des branches descendantes ventriculaires, antérieures pour le ventricule droit, l'artère marginale droite, et elle va donner les artères septales postérieures. Les anastomoses. On dit que la vascularisation du cœur est une vascularisation de type terminal. Sur le plan anatomique, il existe réellement des anastomoses intracoronariens entre les branches du même tronc coronaire, intercoronariennes entre le réseau droit et le réseau gauche. Mais physiologiquement, ces anastomoses ne sont pas fonctionnelles, car en cas d'occlusion de l'un ou de plusieurs troncs artériels, une ischémie, voire une nécrose d'une partie du muscle cardiaque peut survenir, ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde. Le territoire vasculaire des deux artères coronaires. La ligne de partage ne passe pas par les sillons. Le territoire de l'artère coronaire gauche. L'artère coronaire gauche, voici son territoire, elle va irriguer principalement le ventricule gauche. Donc, elle va irriguer l'atrium et l'auricule gauche, le ventricule gauche, sauf cette partie-là qui est adjacente au sillon interventriculaire postérieur. Donc, les 2/3 du septum interventriculaire antérieur, une partie donc du ventricule droit avec le pilier antérieur du ventricule droit et la branche droite du faisceau de His. Voilà le territoire de l'artère coronaire gauche. Voici le territoire de l'artère coronaire droite. Donc l'artère coronaire droite, elle va irriguer l'atrium droit et l'auricule droit. Le septum interatrial, elle va irriguer donc le ventricule droit, sauf le pilier antérieur du ventricule droit. Elle va irriguer le pilier postérieur du ventricule gauche. Donc le tiers inférieur au tiers postérieur de septum interventriculaire et principalement elle va irriguer presque en totalité le système cardio-necteur. La vascularisation veineuse. Deux systèmes assurent le retour veineux. Un système principal regroupe les veines superficielles satellites des artères coronaires et un système accessoire regroupe les veines profondes qui se drainent directement dans les cavités cardiaques. Voici les veines qui assurent le drainage veineux du cœur. On a le sinus coronaire, la grande veine coronaire, les petites veines du cœur et les veines de Tébésus. Le sinus coronaire, c'est un segment veineux dilaté situé à la face postérieure du cœur. Son origine coïncide avec la terminaison de la grande veine coronaire. Et sa terminaison, il se termine directement dans l'atrium droite. Il présente deux valvules. Une valvule à son origine, qu'on appelle la valvule de Vieussens, à ce niveau-là, et une valvule à cette terminaison, c'est la valvule de Tébésus. Il reçoit plusieurs collatérales. Il reçoit premièrement la grande veine coronaire. Deuxièmement,
la veine de Marshall, la veine du ventricule gauche, la veine interventriculaire postérieure et la petite veine coronaire. La grande veine coronaire. Elle naît du sommet du sillon interventriculaire antérieur, au niveau de l'apex. Elle chemine dans le sillon interventriculaire antérieur, puis dans le sillon atrioventriculaire ou le sillon coronaire. Elle contourne le bord gauche du cœur pour se placer dans la face postérieure et se termine dans le sillon coronaire. Elle reçoit les collatérales suivantes. Premièrement, elle va recevoir les veines septales, les veines ventriculaires antérieures des deux ventricules, la veine du bord gauche et les veines de l'atrium et de l'auricule gauche. Les veines profondes qui se drainent directement dans les cavités cardiaques, on a les petites veines du cœur ou veines de Gallia. Elles sont situées à la face antérieure de l'atrium et du ventricule droit. Elles s'abougent directement dans l'atrium droit. Les veines de Tébésus, situées au niveau du cœur droit, elles s'abougent dans les 4 cavités cardiaques par de petits orifices. Sur ce schéma-là, on voit la vascularisation artérielle et veineuse du cœur avec les deux artères coronaires, la coronaire droite qui devient l'interventriculaire postérieure, la coronaire gauche avec ses deux branches terminales, l'artère circonflexe et l'artère interventriculaire antérieure. Ces artères-là, ils vont entourer le cœur en formant des couronnes. La première entre l'artère coronaire droite et l'artère circonflexe. Et la deuxième entre l'interventriculaire antérieur et l'interventriculaire postérieur. Également, on voit les veines superficielles du cœur qui sont presque calquées sur les artères, avec la grande veine coronaire qui se jette dans le sinus coronaire et la petite veine coronaire. La vascularisation lymphatique. 3 réseaux de drainage lymphatique. 2 profonds, un sous-endocardique et un myocardique qui vont se jeter dans un réseau superficiel, le réseau sous-péricardique. Le réseau sous-péricardique, il se draine vers 2 collecteurs principaux. Un collecteur lymphatique principal droit qui rejoint le canal thoracique et un collecteur lymphatique principal gauche qui se termine dans la grande veine lymphatique. Voici le canal thoracique. Et voici la grande veine lymphatique ou la grande veine thoracique. L'innervation du cœur. L'innervation du cœur est assurée par une double entité. Une innervation intrinsèque, responsable de l'automatisme cardiaque, et une innervation extrinsèque qui assure la régulation de cet automatisme cardiaque par 2 systèmes, un système sympathique cardio-accélérateur et un système parasympathique cardio-modérateur. L'innervation intrinsèque.
Le système cardio-necteur est chargé de coordonner les contractions des différentes cavités cardiaques. Il est formé par des formations en amont. On a deux. Ce sont les nœuds. Le nœud sinusal et le nœud atrioventriculaire. Et des fibres unies en faisceau. Le faisceau atrioventriculaire, ou faisceau de His, et leurs branches. Le nœud atriosinusal, appelé également le nœud de Keteflach, il est situé près de l'ostium de la veine cave supérieure. Il est considéré comme le starter du cœur. En cas de défaillance, il peut être remplacé par un stimulateur cardiaque, ce qu'on appelle le pacemaker. Le nœud atrioventriculaire, appelé également le nœud d'Ashov-Tavara. Il est situé au niveau de la partie inférieure du septum interatrial. Les faisceaux internodaux, ce sont les voies qui unissent le nœud atriosinusal au nœud atrioventriculaire. Le faisceau atrioventriculaire, appelé également le faisceau de His, il part du nœud atrioventriculaire, il chemine dans le septum atrioventriculaire et interventriculaire et se divise en deux branches, une branche droite et une branche gauche. Les deux branches de faisceau de His, la branche droite et la branche gauche, se terminent sous l'endocarde en un réseau de Purkinje. Voici un schéma qui récapitule l'innervation intrinsèque du cœur avec le nœud atriosinusal qui est situé au niveau de l'atrium droit, le nœud atrioventriculaire qui est situé au niveau de la partie inférieure du septum interatrial, le faisceau de His, les deux branches de faisceau de His, la branche droite et la branche gauche, qui s'épanouit en un réseau qu'on appelle le réseau de Purkinje. L'innervation extrinsèque. L'innervation extrinsèque, elle assure la régulation nerveuse de l'automatisme cardiaque. Elle est assurée par deux systèmes. Un système sympathique, cardio-accélérateur, et un système parasympathique, en jaune, cardio-modérateur. Ces deux systèmes, sympathiques et parasympathiques, ils vont donner naissance à des nerfs cardiaques qui vont former les plexus cardiaques. Le système sympathique, il est formé par trois nerfs cardiaques. Le nerf cardiaque supérieur, le nerf cardiaque moyen et le nerf cardiaque inférieur. Ces trois nerfs cardiaques, ils naissent de la chaîne sympathique cervicale. Le nerf cardiaque supérieur naît du ganglion cervical supérieur. Le nerf cardiaque moyen naît du ganglion cervical moyen et le nerf cardiaque inférieur naît du ganglion cervical inférieur. Ces nerfs cardiaques, ils descendent dans la région du cou et la région thoracique. Ils se terminent en formant deux plexus cardiaques, un antérieur, se termine dans le ganglion de Weisberg, et un postérieur, donc dans le ganglion cardiaque inférieur, qu'on appelle également le ganglion de Perman. Le système parasympathique, il est formé par les branches du nerf pneumogastrique
ou le nerf vague. Le nerf pneumogastrique, il va donner 3 nerfs cardiaques. Un nerf cardiaque supérieur, un nerf cardiaque moyen et un nerf cardiaque inférieur. Le nerf cardiaque supérieur, il naît au-dessous du ganglion plexiforme. Les nerfs cardiaques moyens, ils naissent de l'anse du récurrent laryngé. Il faut savoir que à droite, l'anse, ça c'est le nerf récurrent laryngé. L'anse du récurrent laryngé, elle se fait au-dessous de l'artère subclavienne droite, le tronc artériel brachiocéphalique droit. Ça c'est l'artère subclavienne droite. Et à gauche, au-dessous de la crosse de l'aorte. Voilà le nerf récurrent laryngé gauche. Va donner le nerf cardiaque moyen. Les nerfs cardiaques inférieurs, ils naissent au-dessous donc du moyen, au-dessous de l'anse de récurrent. Ces nerfs-là, ils vont descendre dans la région cervicale et la région thoracique. Ils vont former les plexus cardiaques, un plexus cardiaque antérieur et un plexus cardiaque postérieur. Vers la fin, les nerfs cardiaques sympathiques et parasympathiques ils vont s'organiser en 2 plexus. Un plexus antérieur ou plexus artériel qui est formé par les nerfs cardiaques sympathiques et parasympathiques supérieurs, moyens et inférieurs gauche et le nerf cardiaque sympathique et parasympathique supérieur droit qui vont donner naissance aux nerfs coronaires qui eux-mêmes ils vont former les plexus coronaires droite et gauche. On a deuxièmement un plexus veineux ou plexus cardiaque postérieur qui est formé par les nerfs cardiaques sympathiques et parasympathiques moyens droit et le nerf cardiaque sympathique et parasympathique inférieur droit. Ils vont donner naissance aux nerfs atriaux qui vont former le plexus atrial. En conclusion, on peut dire que la connaissance de l'anatomie de la vascularisation du cœur permet une meilleure compréhension de certaines pathologies cardiovasculaires, ainsi que l'interprétation des examens paracliniques.